Pourquoi tous les entrepreneurs devraient être éco-responsables? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Sabrina Benmecheri. Salut Sabrina. Salut Maxence, bonjour. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça, on reviendra sur ton background, toutes tes années d'expérience que tu as dans cette industrie et ensuite tu nous donneras des recommandations, les erreurs principales que l'on peut voir ou encore les fausses croyances par rapport à l'écologie. Donc je te laisse te présenter pour les personnes qui aimeraient en savoir davantage sur toi. Bonjour, alors moi je suis docteur en écologie au fait et expert international en écotourisme. Et puis mon métier c'est vraiment de monter des projets et des programmes internationaux dans le domaine de l'environnement et d'amener au fait ces programmes à accompagner des centaines, quelquefois des milliers d'éco-entrepreneurs à mettre en place et à co-créer, c'est-à-dire à créer avec la nature selon ses règles à elle et ses principes à elle, selon les lois au fait de la nature, des projets éco-responsables, des projets vivants, des projets régénératifs, aussi bien pour les écosystèmes que pour les êtres humains. Et aujourd'hui, j'ai créé une plateforme qui s'appelle l'Univers Éco-Entrepreneur 5.0 où j'accompagne des porteurs de projets en lien avec l'écologie et la nature à leur tour pour régénérer au fait les écosystèmes, mais aussi créer les nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain qui vont nous amener justement à aller dans tout ce processus de comment on va valoriser la nature sans l'impacter et en même temps, on va régénérer aussi notre société qui est aujourd'hui dans une impasse sans précédent, juste parce que l'écologie est notre nouveau challenge. Alors quel a été le premier déclic qui t'a amené à être dans l'écologie? Parce que tu es depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans? Alors depuis que je suis grande, ça fait 33 ans. Excellent. Mais en réalité, donc tu as pu voir, tu vas nous partager aussi tout à l'heure, l'évolution entre 33 ans, ce que souvent on dit dans les grands rapports, dans les immenses synthèses, peu de choses ont évolué aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans en arrière et tous les scientifiques disaient en 40 ans en arrière, il y aura malheureusement des gros problèmes par rapport à l'écologie sur cette planète. Donc je te laisse nous partager finalement ton démarrage, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que les gens disaient et qu'est-ce que tu fais comme constat aujourd'hui en 2022, fin 2022. Alors l'écologie pour moi, je dirais que c'est une vocation parce qu'à l'âge de 9 ans, je savais ce que je voulais faire. Et donc à 9 ans, c'était très clair pour moi. Quand on me disait « Toi Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je répondais « Je veux guérir la Terre ». Et cette phrase, au fait, elle a été extrêmement importante dans mon parcours. C'est ce qui a fait que j'ai commencé très jeune à m'intéresser. Voilà, moi, mes héros et héroïnes, c'était Jeanne Goudal, c'était Jean-Yves Cousteau, et je voulais absolument faire comme eux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, donc à l'âge de 18 ans, j'ai démarré donc, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et j'ai commencé d'abord par étudier les écosystèmes. Et très vite, mon premier constat, ça a été de comprendre à quoi ça sert d'être une super scientifique si ce que je comprends, c'est pour moi toute seule dans ma tour, au fait. Il faut permettre à tout le monde de comprendre, voire d'aimer la nature pour avoir envie de la protéger. Ce qui m'a emmené à ma deuxième expertise, qui est l'écotourisme. Et là, a vraiment commencé une toute autre expérience parce que là, j'ai commencé à voyager, à aller rencontrer les peuples racines, les peuples autochtones et j'ai vu qu'il y avait une autre vision de l'écologie, une autre vision de la nature qui était plus en lien justement avec cette notion du vivant. Et pour moi, il y a deux choses aujourd'hui qui sont importantes et qui doivent travailler ensemble. Être éco-responsable, c'est avoir un impact minimum sur l'environnement. J'ai envie de dire, c'est le principe de la bio. La bio, on peut faire du hors-sol, mais c'est du bio. Donc, j'ai déjà un impact minimum sur la nature.
c'est donc ce qu'on appelle friendly. En revanche, le vivant, c'est ma relation organique, moi en tant qu'être vivant, avec l'écosystème. Elle est de l'ordre du vibratoire. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en allant rencontrer tous ces peuples racines qui ont une autre relation à la nature. Et j'ai commencé à apprendre autre chose avec eux. Et pour moi, aujourd'hui, les deux sont essentiels parce que notre crise vient, entre autres aujourd'hui, nous avons une compréhension qui est beaucoup trop mentale au fait de la nature. Et on a besoin justement de développer ce nouveau lien, cette relation. Théodore Monod me disait toujours, mon petit, il ne suffit pas de comprendre la nature, il faut l'aimer. En deux mots, ce qu'il me disait, il faut la vibrer au fait. Parce que ce qui est vivant vibre en même temps que nous. Et quand on travaille avec la nature selon ces deux principes, eh bien, on peut obtenir des résultats absolument juste exceptionnels. Et donc, mon premier constat, ça a été de voir que l'on pense trop la nature, qu'on a une relation beaucoup trop quelquefois mentale, ouais. Tu vois, elle n'est pas organique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre la nature dans des stratégies. Et pendant 15 ans, au fait, on m'a fait appel parce qu'il y avait des super stratégies, mais ça ne marchait pas. Et comment on allait faire que ça marche? Comment on allait régénérer l'écosystème? Comment on allait faire que les populations locales se réapproprient les démarches? Et du coup, ça a été, voilà, c'était toute ma période où je dirais, j'étais un peu dans ce combat pour l'écologie, d'accord? Et à partir de là a commencé cette autre expérience qui était tout simplement voyager, entreprendre et valoriser. Ça, c'était le deuxième constat. Le troisième constat, c'est qu'il nous aura fallu la Covid pour commencer à réfléchir éco-responsable et vivant. Ouais, c'est-à-dire que quand tu as démarré jusqu'au confinement mondial en mars-avril 2020, rien de spécial avait vraiment été mis en place. Généralement, donc avec les politiques et où les gouvernements qui changent tous les 3 à 5 ans, c'est assez dur, j'imagine, de faire des changements réels pour le bien-être de la planète. Absolument, parce que les changements arrivent dans la durée, au fait. Il faut une décennie, en tout cas c'est ce qu'on a vu en travaillant par exemple dans des pays entiers, pour changer de vision et pour adapter et se réapproprier une nouvelle vision. Et c'est sûr que quand on a des politiques qui changent tous les 5 ans, et que ça amène d'autres changements, on n'a pas le temps d'arriver au bout de quelque chose, qu'on a déjà une nouvelle chose. Et du coup, les gens, c'est compliqué pour eux parce que c'est une gymnastique qui n'est simple pour personne. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que ce n'est pas une question de financement de projet, ce n'est pas une question d'avoir ou ne pas avoir un projet, c'est vraiment pour moi aujourd'hui une question de changer notre mindset, notre vision et notre relation à la nature et au vivant. Pour moi, c'est l'enjeu crucial aujourd'hui à l'échelle de notre planète parce qu'on a les moyens, on a aujourd'hui les technologies, on a des entreprises qui sont capables d'amener ces nouvelles technologies, mais est-ce qu'on va changer la manière de le faire? Je crois que ça, c'est notre grand enjeu pour les 20 prochaines années. Alors peut-être qu'une question vous vient à l'esprit, comment, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, on peut faire du mieux possible du bien pour la planète, parce qu'on le sait tous, si je veux que les choses changent, je dois changer. Donc ça part par soi en montrant l'exemple. Et du coup, quelles recommandations tu pourrais donner à tous les entrepreneurs qui vont nous regarder pour être le plus écolo, le plus éco-responsable possible, ou même si on n'est pas entrepreneur, pour justement faire le plus de bien à la planète? Je te faisais une petite remarque. On a pris un verre d'eau et on a mangé donc avec mon caméraman, mon photographe et tous les 4. Et je disais, c'est fou, ça c'était le constat que j'ai assez rapidement vu. De manière générale, on a énormément d'emballage dans tout ce que l'on mange et dans tout ce que l'on fait. Et moi-même, j'aimerais bien avoir moins de déchets dans ma propre poubelle pour faire du bien à la planète. Et voilà, est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous partager pour faire du mieux possible à notre échelle? Déjà, commencer par soi pour permettre la meilleure longévité possible sur Terre. Tout à fait, parce qu'on a une planète, on n'en aura pas 3. C'est ça, c'est pour ça qu'on souhaite migrer sur Mars via
Elon Musk, il s'est dit ok, on va peut-être voir si on a une deuxième planète neutre. Après, elle sera, comme on connaît les humains, 100 ou 200 ans après, une poubelle aussi. Mais au moins, il y aura une alternative peut-être à partir de 2050 ou 2100. Absolument. Pour moi, la première étape, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec la Covid, finalement, la Covid, il y a plein de bonnes choses qui ont émergé. C'est vraiment nos choix alimentaires, nos politiques d'achat, qu'est-ce qu'on va consommer, etc. Donc déjà, en effet, plus on ira vers des choix éco-responsables, même s'il y a toujours du packaging, etc., mais c'est des matériaux recyclables, qui sont recyclables et recyclés, c'est déjà une première bonne chose. Et ça, je dirais que c'est c'est le b.a.-ba aujourd'hui de ce qu'on peut faire au quotidien, choisir le local, la proximité, etc. Donc voilà, ça c'est déjà une très très bonne chose. Deuxième chose ensuite qui arrive pour moi, c'est notre conscience de la nature et de tout ce qui nous entoure. Et quelque part, comme disait Bacon, il ne faut pas ordonner à la nature, ou on ordonne à la nature en lui obéissant. Là, on a encore du travail à faire, en fait. Parce qu'on veut encore injecter nos stratégies et notre vision, c'est-à-dire on veut apprendre à la vieille dame à faire son boulot. Ok, je comprends. Et quelque part, c'est plutôt l'inverse qu'on a à faire. C'est vraiment observer ce qu'elle fait et juste dupliquer le processus de ce qu'elle met en place. On a eu un gros challenge sur les oasis où on a régénéré 2500 km d'oasis en 2 ans. Parce que c'est vraiment ce travail-là. On a juste redonné de l'espace à la nature, on l'a laissé faire et ensuite nous, on a juste dupliqué ce qu'elle faisait. Elle est tellement plus intelligente de nous. Elle a une puissance extraordinaire et elle nous l'a montré en 2020. On l'a laissé se reposer 1 année et elle a régénéré beaucoup d'écosystèmes, on a vu des espèces revenir, etc. Donc sa capacité, elle, à faire ce qu'elle a à faire est bien supérieure à tout ce que nous, on pourra faire. En revanche, je pense qu'on a une vraie mission, et ça fait partie des programmes sur lesquels je vais travailler dans les 5 ans qui viennent, c'est comment on va créer des nouveaux métiers, puisqu'on a une capacité extraordinaire à faire du déchet, comment on va faire de nos déchets tous les nouveaux métiers qu'on va créer à l'avenir. Et là, en revanche, je pense que les entrepreneurs vont avoir un génie extraordinaire pour créer des métiers, des filières, innover, etc., etc. Et moi, ce que j'aime, c'est justement structurer les projets pour accompagner ces entrepreneurs et leur donner des moyens. Comme toi, tu sais nous donner de la visibilité. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut les deux aujourd'hui. Pour avoir ces projets, et je dirais qu'aujourd'hui, au-delà du régénératif, c'est surtout apprendre à transformer ce qu'on crée aujourd'hui comme impact et comme déchets à l'échelle de la planète. Donc souvenez-vous, on a eu une belle analogie par rapport à l'année 2020 où en 2 mois, on voyait plein d'endroits où c'était dégueulasse et en 2 mois de repos, où on avait l'eau qui était limite turquoise dans de nombreux endroits ou même... Venise par exemple, on a vu des dauphins dans la lagune de Venise, c'était juste impensable. Donc oui, donc la nature, elle sait s'auto-régénérer, c'est pas là-dessus qu'on a travaillé. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on a créé un 7e continent de déchets. Là, il y a un vrai enjeu au fait. Ouais, et grâce à cette rapidité de la nature, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Il y aura une grosse catastrophe, comme on peut le voir par le passé, des tsunamis, ce genre de choses, qui vont faire des dizaines, centaines ou millions de victimes. Et c'est ensuite qu'on réagit, l'être humain, dans l'urgence et la douleur, en quelque sorte, même si j'espère que ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'il y a des gros changements qui ont lieu. Et on voit, c'est ça, moi, le motif d'espoir, c'est de me dire, en l'espace de 6 mois, 1 an, déjà, on peut faire un bien colossal à partir du moment où tout est réduit en termes de déplacement, déchets, ce genre de choses. Et là, justement, on relance un programme où on va vraiment mettre en place, et ça sera vraiment une première, toute une filière
justement de réutilisation des déchets, mais surtout des métiers qui vont justement, qu'on va créer, qu'on va mettre en place, qu'on va valoriser. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des centaines d'entreprises qui vont, elles, créer ces nouveaux métiers. Et on a déjà identifié 76 filières juste sur les déchets de la mer. Donc tu t'imagines, sur les autres déchets organiques en lien avec l'agriculture, enfin, je veux dire, le chantier, il est juste énorme. Et rien que si on remet notre focus sur ça, je pense qu'on va créer des milliers de nouveaux emplois. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas tant régénérer la planète, j'ai envie de dire, c'est clean the planet, quoi, c'est nettoyer. Ouais, c'est vraiment là. Ça, c'est notre responsabilité, tu vois. Et ça, pour moi, c'est voilà, ça, c'est des vrais enjeux sur lesquels on peut travailler à un niveau international, finalement. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages quelles fausses croyances ou objections que tu reçois du grand public, hein, finalement, par rapport à l'écologie. Je vais donner un ordre d'idée. Souvent, quand on dit soit écologie, éco-responsable, ce genre de choses, bien, il y a ce jugement qui fait ok, mais comment tu veux que je fasse parce que comment tu veux que je me déplace si j'ai pas de voiture? Comment tu veux que je voyage par rapport à tel ou tel endroit si je ne prends pas l'avion? Est-ce que tu as des fausses croyances ou des objections ou des points précis que le grand public non écolo ou non éco-responsable t'évoque ou évoque de manière générale que tu pourrais nous partager? Alors, je vais être un peu provocatrice, mais je vais parler de moi, certains se reconnaîtront. Vous pensez bien que la petite fille qui avait 9 ans, ce qu'elle voulait, c'était sauver la planète. Donc sauver la planète, c'est sauvant le soldat Ryan, quoi. Il fallait y aller. Et cette attitude-là nous amène dans le combat contre plein de choses, contre la désertification, contre le réchauffement climatique, contre... J'ai envie de dire, stop, quoi. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve, au fait. Elle n'a pas besoin qu'on soit contre des causes. Et je parle de moi, parce que j'ai été pendant longtemps contre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai arrêté d'être contre, je suis pour. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé qui est essentielle, au fait, justement par rapport à ce que tu dis. Ça ne sert à rien de culpabiliser parce que j'ai pris l'avion, parce que ci, parce que ça. Ce qui est important pour un écosystème, il faut que la quantité de biomasse qui sort, c'est-à-dire ce qu'on lui demande de produire, soit équivalente à la quantité de biomasse qui rentre, donc qui lui permet de se régénérer. Et quand la nature n'a pas cette balance entre les deux, eh bien, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée des stratégies biorégénératives. C'est ce qu'on appelle, nous, les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, c'est prouvé. Après un tsunami, la biodiversité dans un lieu peut augmenter jusqu'à 60%. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de démarches au Japon, puisqu'ils ont beaucoup de tsunamis, qui sont en train d'étudier au fait les tsunamis comme des stratégies biorégénératives. Donc, c'est quoi au fait? C'est ce que j'appelle la balance alchimique. C'est la première loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Lavoisier. Et Monsieur Lavoisier, c'était un alchimiste. Et d'ailleurs, je dis souvent, je suis une entrepreneur alchimiste. Parce que ce qui est important, c'est vous avez consommé plein de choses qui ne sont pas bonnes pour la planète. Et bien, à un moment, équilibrez juste votre facture. Voilà, c'est ce que j'appelle avoir une facture écologique positive. Et bien, si vous arrivez à équilibrer votre facture, pour la planète, c'est 0. Le reste, encore une fois, elle sait faire. Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux et un motif d'espoir pour l'avenir, c'est que la nature a tous les éléments pour se régénérer elle-même. Elle n'a pas besoin de l'être humain, c'est juste que nous, en tant qu'êtres humains, les plus de 7 milliards de personnes sur cette Terre, on pillonne en quelque sorte la nature et elle, logique, comme si on faisait une grève de la faim, mais on va puiser dans les réserves de notre corps et puis le moment où on remange, il y a un gros stockage comme l'exemple des catastrophes naturelles pour se régénérer. Absolument, je veux dire, elle a plein de stratégies aujourd'hui qui nous bousculent profondément, mais au fait, là-dessus, je pense qu'elle a beaucoup d'avance sur nous. En revanche, nous arrêtons de l'impacter et ça commence par changer nos habitudes et nos modes de vie, nos modes de consommation. Et après, je pense qu'aujourd'hui, si on veut aider la planète à s'auto-régénérer, c'est vraiment nous occuper de nos déchets. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets?
comment on va les récupérer, comment on va nettoyer les océans. Ça, c'est notre rôle, parce que ça, c'est nous qui l'avons fait, au fait. Et du coup, pour rebondir par rapport à ton petit calcul, aujourd'hui, on est quoi? 1 sur 10, je vais donner un exemple. Pour 1 calorie mangée, on en dépense 2, on en dépense 3. Pour voir à peu près le curseur, c'est... Alors, il faut à peu près, il nous faut 15 calories d'énergie pour végétale pour créer une animale. Donc déjà, plutôt l'inverse, pardon, par rapport aux animaux, d'accord? Donc c'est 15 pour 1, okay. D'accord? Donc c'est sûr que plus on va consommer du végétal, et moins on va consommer par exemple de viande, etc., ça déjà, ça a un impact énorme, positif sur la planète. Après, je pense qu'aujourd'hui, à chacun de nous d'estimer qu'est-ce qui est essentiel. Pour moi, c'est très simple, en fait. On peut faire plein de calculs, mais revenir à qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en vivant avec les nomades. Ils vivent avec ce qui est essentiel pour eux. Et je pense même qu'aujourd'hui, dans certains pays, ils sont beaucoup plus adaptés à traverser la période que l'on vit que chez nous, en fait. Parce qu'on vit avec l'essentiel. Et si vous apprenez à vivre avec l'essentiel, après, vous verrez que votre facture, elle n'explosera au fait jamais. Et si elle explose, vous savez que équilibrez-la d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez planter des arbres, vous pouvez aider des personnes qui sont dans l'économie circulaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de possibilités, de moyens. Depuis 2020, je pense qu'on a déjà créé plein d'outils pour accompagner les projets régénératifs. Et je pense qu'on n'est qu'au début de notre aventure, quoi. En 33 ans de mise en place de projets d'expérience, quel est le top 3 des projets dont tu es le plus fier, que tu pourrais nous partager? Alors, en 33 ans, j'en ai 2 de projets dont je suis assez fière. Donc le premier projet, ça a été vraiment le programme international des oasis. Ça a été Donc ça, c'était dans quel pays? Au Maroc. Donc c'est essentiellement le Maroc ou il y a eu d'autres pays frontaliers? C'était un projet qui a inspiré tous les pays subsahariens. Mais moi, j'ai créé le projet pilote uniquement au Maroc. Parce que c'est déjà quand même 2500 km. Voilà, c'est énorme. 2500 km, ça fait Lille-Marseille, aller-retour, même un petit peu plus. Voilà, c'est stratosphérique. Voilà, c'était 125 oasis. Donc ça a été 6 ans de travail en continu. Mais le pari a été gagné parce que en 2020, donc ce territoire a été classé parmi les 90 plus belles destinations au monde, ce qui était juste impensable quand on a démarré le projet, puisqu'on partait d'une situation de désertification et l'enjeu c'était fixé 2 millions de personnes. Et donc là, on a vraiment travaillé sur la valorisation des ressources. Et du coup, ce projet a inspiré après tous les pays subsahariens. Et en 2020, quand on a fait le sommet international des oasis, voilà, aujourd'hui c'est vraiment reconnu comme une des meilleures pratiques résilientes. Et donc voilà, donc ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, quand on est visionnaire et qu'en plus on sait mettre les mains dans la terre, on peut faire des choses assez exceptionnelles. Et ça, c'est vraiment ma signature vis-à-vis de mes commanditaires et mon engagement. Et le deuxième projet, c'est en Catalogne. En Catalogne, Espagne, donc Maroc et Espagne. Voilà, c'est la Garrocha, c'est un parc naturel. Et là, l'enjeu, c'était de protéger des volcans et de transformer une industrie minière en une industrie agroécologique. Et là aussi, aujourd'hui, c'est une des destinations à l'échelle de l'Europe. Elle est reconnue comme destination d'excellence en termes d'écotourisme et de tourisme durable. Et ça, c'est vraiment aussi tout le travail que j'ai fait avec eux pendant plusieurs années. Et en 2021, ces 2 destinations sont passées à la télé. Voilà. Après, j'en ai d'autres, mais ça, c'est vraiment celle dont je suis le plus fière, au fait. Merci Sabrina par rapport à tes conseils. Quel message aimerais-tu laisser faire passer dans cette vidéo pour toutes les personnes qui nous écoutent? Mon message, c'est
bah, si vous aimez la nature, peu importe le métier que vous faites, ce que vous avez, eh ben, faites un premier pas, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et voilà, et puis sachez que quels que soient les métiers qu'on a aujourd'hui, déjà on peut être éco-responsable, c'est-à-dire avoir un impact minimum énergie, etc. dans son entreprise avec la nature en fait. Donc ça c'est vraiment... Toutes les entreprises peuvent être éco-responsables, il n'y a pas des thématiques qui pourraient être exclues ou... À part ceux qui extraient le pétrole. Ouais. Voilà, toutes les autres, je pense que oui, elles peuvent l'être. C'est-à-dire soit l'entreprise, soit l'entrepreneur. Mais voilà, après, il faut juste essayer de chercher dans les différents domaines qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment. Mais oui, absolument. Pour finir sur une dernière question, quelles sont, selon toi, les 3 principales erreurs que tu vois lorsqu'on se lance dans l'écologie ou encore si l'on devient éco-responsable? Qu'est-ce que tu observes? Alors là aussi, ça va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais c'est une des vidéos que j'ai faites la semaine dernière. Si vous voulez entreprendre un projet éco-responsable et vivant, alors les 3 erreurs que font les personnes, c'est qu'elles vont commencer par faire une étude de marché. Quand on travaille avec la nature, on n'a pas besoin d'une étude de marché. Ensuite, ils vont faire un business plan. Deuxième erreur, on n'a pas besoin d'un business plan. Et troisièmement, au fait, souvent les entrepreneurs n'ont pas au moins une vision à 5 ans, voire à 10 ans de leur projet. Et je dis toujours, si vous n'avez pas au moins une vision à 5 ans, vous n'avez pas de projet. Et ça, c'est vraiment 3 erreurs que je vois régulièrement d'entrepreneurs justement qui se sont lancés en 2020, qui ont écouté, qui ont fait des études de marché, des business plans, qui ont changé de métier, qui ont investi des milliers d'euros, ont fait des levées de fonds et qui se retrouvent cette année en déficit, en dépôt de bilan, à revendre et pour certains surendettés, juste parce qu'ils ont travaillé avec la nature, avec les mauvais outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, que ces 2 derniers mois, j'ai eu 20 études de cas. À chaque fois, c'était... Ouais, donc en fait, on doit s'adapter si on est entrepreneur écologique ou ensuite entrepreneur éco-responsable à s'adapter, parce que la nature, évidemment, c'est pas carré, pragmatique, chiffré comme on peut le faire sur d'autres industries. C'est vraiment l'homme, une nouvelle fois, s'adapter à la nature et non l'inverse, comme on pourrait le croire. Et c'est ça pour moi, justement, cette vision de aborder la nature avec notre tête, ça a ses limites et l'exercice a vraiment ses limites très rapidement actuellement, au fait. Et en même temps, aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont tout bien fait. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si on veut travailler avec la nature, il faut apprendre à parler son langage. Modifier et s'adapter avec la méthode. Oui, absolument, tout à fait. Voilà. Et c'est tout le sens de la formation Éco-entrepreneur 5.0, c'est que je donne la bonne méthode, les bons codes, les bons éléments, etc. pour pouvoir avoir des projets organiques et des projets en croissance, en fait. Alors pour les personnes qui aimeraient être mentorées, accompagnées, qu'est-ce que tu as à proposer? Dis-nous tout, comme ça permettra, en fonction des personnes qui vont visionner cette vidéo, donc tout ce que tu proposes pour ensuite aller plus loin pour ceux qui sont intéressés avec toi. Alors aujourd'hui, l'écosystème que j'ai mis en place, qui s'appelle Éco-entrepreneur 5.0, me permet d'accompagner des porteurs de projets qui sont en transition écologique, donc à structurer justement leur projet avec cette vision du vivant, cette vision en lien avec les cycles de la nature et en lien avec les principes régénératifs des écosystèmes. Ça, c'est vraiment la première chose. Et aujourd'hui, on est en train de créer un écosystème puisqu'on va être certifié organisme de formation et que je suis en train de m'entourer de partenaires, y inclus de partenaires financiers comme les banques aujourd'hui qui financent le développement durable pour accréditer justement ce parcours et ce type de projet pour avoir tout un écosystème, on va dire, sécurisant
pour aller dans ce domaine, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent aussi la question, la nature c'est bien, mais la nature c'est les petits papillons, les oiseaux, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre avec ça, comment on va pouvoir faire du chiffre d'affaires avec ça, etc. Parce que voilà, ça c'est normal. Ce qui est tout à fait normal au fait. Un business économique viable sur le moyen long terme. Et en même temps, c'est tout à fait possible. Et c'est justement toute cette transformation qu'on a à faire. Donc ça, c'est vraiment tout l'accompagnement de éco-entrepreneurs. Et puis après, j'ai des immersions. C'est-à-dire que ce que j'aime le plus, c'est vraiment amener mes clients avec moi dans la nature et leur apprendre tout ce que je sais, comment on le met en place. Et je les amène beaucoup aujourd'hui sur des projets que j'ai eu à mener ici en France et ailleurs, et où ils voient 15 ans après les résultats, et ils voient que c'est viable, ils voient que c'est durable. Et puis voilà, ils apprennent aussi à analyser le territoire, les potentialités de la nature et comprendre comment ils vont travailler avec ces potentialités. Et puis la troisième partie, c'est vraiment les grands projets structurants. Mais ça, voilà, c'est vraiment, on va dire, la partie expert. Et puis, je peux aussi accompagner quelquefois des entreprises en B2B, et ça, c'est vraiment du mentorat sur des projets bien spécifiques. Voilà, au fait, les 4 domaines dans lesquels aujourd'hui j'interviens, et ça fait déjà des journées bien remplies. J'imagine. Merci Sabrina. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-la à tous vos amis, entrepreneurs, chefs d'entreprise, toutes les personnes que vous connaissez qui sont sensibles au sujet de l'écologie, à tout ce qui est dans cette thématique. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais également mettre un lien. Donc le lien va rediriger vers ce que propose Sabrina, donc ce qui vous permettra de voir en détail donc, tout ce que Sabrina réalise, donc aussi bien sur sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux et puis les différentes masterclass sur le sujet. Donc lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Et par la même occasion, partagez-nous aussi dans les commentaires sous cette vidéo, est-ce que l'écologie, est-ce que le bien-être de la planète, c'est quelque chose qui vous est sensible pour savoir si on fera d'autres vidéos avec Sabrina dans le futur et savoir aussi si c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour vraiment améliorer la planète au cours des prochaines années afin qu'on puisse laisser l'héritage pour les générations futures d'une planète la plus clean possible versus une poubelle qui malheureusement a lieu par rapport à l'être humain qui fait souvent plus ou moins n'importe quoi. Merci à tous, au plaisir pour la suite et vive les entrepreneurs. Bye bye. Merci tout le monde, merci Maxence, au revoir tout le monde.